Mes amis, après des mois de travail acharné, de bataille, alors que tout le monde voulait nous barrer la route, les sociodémocrates, le bloc bourgeois, les groupuscules fascistes, je peux vous dire avec fierté que nous l'avons fait. Il y aura une liste insoumise à l'élection municipale de 2026. Et je peux vous dire avec encore plus de fierté que je suis candidat pour être le prochain maire de cette ville. Et elle en avait besoin, cette ville. Elle en avait besoin, cette ville, de cette liste insoumise. Parce que regardez son pitoyable état. Regardez dans quel état 40 ans de Bockel, Rotner, Lutz l'ont mis. Les inégalités de richesse qui la parasitent. Est-ce que vous le saviez que le revenu moyen, le revenu médian à Mulhouse est de 15 000 €, alors que dans un quartier comme le Réberg, il est de 31 000. Est-ce que vous saviez que le revenu médian des Coteaux est de 13 900 € par an, alors que pour les 10% les plus riches du Réberg, il est de 100 000. Voilà le problème de notre ville. Avant tous les autres, il n'est pas normal que nous ayons dans notre ville le quartier le plus riche de toute la province et que des familles aient besoin de choisir entre partir en vacances l'été et envoyer leurs enfants à la cantine ou au sport le reste de l'année. Parce que regardez le coût... Le coût pour un Mulhousien d'élever un enfant, si vous avez le revenu médian en France et que vous avez 2 enfants, il vous coûtera 2 400 € tous les ans si vous l'envoyez à la cantine 4 fois par semaine. Il vous coûtera 400 € tous les ans pour qu'ils aient tous les deux un abonnement Solea. Il vous coûtera aussi pour toutes les autres dépenses d'avoir un enfant. Il n'a jamais été aussi cher d'avoir un enfant dans notre ville. Alors, j'ai une solution simple. La gratuité des cantines, la gratuité des transports, la gratuité des licences de sport. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de le faire. Il n'y a pas d'autre moyen pour nous d'arriver à triompher des problèmes de notre ville. Regardez-la, depuis que Lutz est au pouvoir, elle a perdu presque 1000 habitants tous les ans, alors que la tendance lourde dans toutes les autres villes de cette taille est d'augmenter en habitants. Nous vivons les mêmes phénomènes qu'il y a à Paris, qu'il y a à Marseille, qu'il y a à Lyon, alors que nous sommes une ville 10 fois plus petite que celle-là. Il n'est pas normal, camarades, que pendant 40 ans, la même dynastie politique se soit maintenue au pouvoir avec tantôt un Bockel et que les Mulhousiens aient voté pour une liste de gauche et se retrouvent avec un Rotner de l'UMP qui devient maire. C'est un déni de démocratie. Il n'est pas normal, camarades, que la ville de Mulhouse ait une maire qui a été élue avec moins de 4 500 voix au second tour de la dernière élection municipale. Les enjeux que notre ville doit battre, ce sont non seulement des enjeux sociaux, mais aussi des enjeux démocratiques, parce que dans cette ville, on a dépossédé le citoyen de ses moyens d'action et de son droit à la parole. Moi, quand je serai maire, je défendrai les assemblées de quartier pour qu'elles soient mises en place réellement et pas sous l'autorité d'un adjoint au maire, pour qu'elles deviennent, comme actuellement, des clubs de petits notables du clientélisme des quartiers qui servent uniquement à les maintenir dans l'oppression qui les frappe. Je ferai en sorte que les élus de la majorité insoumise signent une charte qui les engage à accepter, si 10% des citoyens de la ville le demandent, mettre en place un référendum révocatoire au terme duquel, si les Mulhousiens le veulent, ils partiraient de leur poste, parce qu'un politique, ça ne doit pas seulement être quelqu'un qui a le pouvoir une fois tous les 6 ans, ça doit être quelqu'un qu'on peut rendre responsable et qu'on peut punir s'il n'a pas respecté son mandat. Je ferai le référendum d'initiative citoyenne à l'échelle communale pour que
les citoyens de cette ville, les habitants de cette ville puissent avoir leur mot sur la politique au jour le jour et plus seulement tous les 6 ans. Et je veux mettre un accent fort quand je dis les habitants de cette ville, je ne veux pas dire les citoyens, parce qu'il n'est pas normal que sur les listes électorales d'une ville de 107 000 habitants, il n'y ait que 48 000 inscrits. Je veux que puissent voter aux votations locales, au référendum d'initiative citoyenne que je mettrai en place, au référendum révocatoire, à toutes les autres instances que la majorité insoumise mettra en place, puissent voter les plus de 16 ans et les étrangers, parce que ceux qui travaillent à Mulhouse, qui subissent les mêmes problèmes que les Mulhousiens, doivent avoir le droit de s'y exprimer, parce que ce n'est pas parce que vous n'avez pas le bon bout de papier dans le bon consulat ou dans la bonne préfecture que le chômage ne vous frappe pas plus durement, que les problèmes de logement ne vous frappent pas, que tous les maux qui accablent notre ville ne vous frappent pas aussi. Et en parlant de logement, vous le savez bien, et particulièrement quand vous avez pas la nationalité, ce qui est le cas de 30 000 Mulhousiens quasiment, vous avez à vous battre contre d'une part les propriétaires qui, même parfois quand vous avez la nationalité mais pas le bon nom de famille, ne vous accorderont jamais une place, et d'un autre côté contre les bailleurs sociaux qui vont vous accabler de toutes les questions possibles et humiliantes, qui vont vous refuser de vous mettre dans les immeubles neufs, dans les bonnes places, qui vous relégueront dans les endroits les plus pourris, les plus insalubres, ceux qui ont déjà été dégradés par l'usure, qu'ils n'ont rien fait pour stopper. Moi, quand je serai maire, je forcerai les bailleurs sociaux de cette ville à mettre en place des dossiers anonymes pour que votre nom de famille ne soit plus une porte fermée pour avoir un logement. Et je me battrai parce que vous l'avez vu, comme moi, le prix de l'immobilier de cette ville est exorbitant. Il est plus haut pour certains loyers que la plupart des villes de notre taille, et pour certains, ils vont même jusqu'à se comparer à ce qu'on peut trouver à Strasbourg, alors que nous sommes une ville 3 fois plus petite. Il y a une crise du logement dans notre ville. Alors, je prendrai une mesure très simple. Il n'est pas normal pour moi que dans une ville où le quartier du Réberg peut gagner 31 000 € annuellement, c'est leur salaire médian, pas maximum, salaire médian, et que des Mulhousiens continuent de mourir de froid avec un hiver à moins 10 degrés. La première mesure que je prendrai en tant que maire sera la réquisition immédiate de tous les logements vides de la ville par les pouvoirs de police qui sont conférés aux maires. Et c'est une mesure de bon sens. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Je ne peux pas regarder les habitants de ma ville mourir dans la rue plus longtemps. Et puis, sur le long terme, je défendrai la construction de beaucoup plus de logements sociaux parce qu'il nous en faut. Actuellement, c'est le seul moyen pour des gens qui se font refuser de tous les bailleurs privés, de tous les propriétaires privés, de tous les spéculateurs qui maintiennent des tours vides, comme par exemple celle de la gare qui a été construite pour faire de la spéculation et qui maintenant sera vide à vie parce qu'elle n'a pas trouvé de repreneur après que sa boîte de spéculateurs était liquidée. Alors nous utiliserons tous les leviers que nous aurons. Actuellement, il y a 280 logements sociaux construits dans toute l'intercommunalité, c'est-à-dire pour 250 000 personnes. Quand je serai maire, il y en aura 280 pour la ville seule. Il y en aura 2 fois plus pour résoudre cette crise du logement sur le long terme, pour faire pression à la baisse sur les loyers des propriétaires privés et pour permettre à tous les Mulhousiens de pouvoir se loger dignement. Et c'est pas seulement une mesure sociale, camarades, c'est aussi une mesure d'un principe qui nous est cher à la France insoumise, la planification écologique. Il nous faut une planification écologique communale. Il n'est pas normal que nous ayons des habitants, y compris dans des bailleurs sociaux, qui, l'été, ont trop chaud et l'hiver, ont trop froid. Il n'est pas normal qu'il y ait des personnes âgées qui aient à subir les canicules, qui, faut-il le rappeler, en 2050, seront presque un mois en entier dans l'année, 30 jours dans l'année de canicule, commenceront en mai et finiront en octobre. Camarades, 2050, c'est pas très loin, j'aurai seulement 45 ans, moi. Et on aura... Il faut adresser ce problème-là. Alors, j'assume de dire que ce qu'il faut faire, c'est un grand plan d'isolation, et tant pis si ça coûte un peu cher à nos amis les bourgeois qu'on ira taxer, je le ferai avec plaisir.
Et cette planification écologique, elle n'est pas seulement sur la question des isolations, sur la question du logement en lui-même. Elle est plus large. Elle est sur que fait-on de la voirie. Il n'est pas normal qu'on piétonise l'avenue Aristide-Briand sans offrir aucune alternative aux gens qui voudraient consommer dans les commerces. Il n'est pas normal qu'on piétonise toute une avenue, qu'on ajoute pas plus d'endroits pour garer son vélo, pas de vélo de la ville, pas plus d'arrêts de bus, et qu'on laisse les commerçants que nous avons rencontrés nous expliquer qu'ils doivent tous accuser d'une chute d'entre 30% et 50% de leur chiffre d'affaires. Ce n'est pas possible de laisser mourir. Ce n'est pas une entreprise écologique, c'est une entreprise de gentrification, parce que la maire sait très bien quelle population va consommer à Aristide-Briand, et elle sait très bien quelle population elle voudrait voir consommer, c'est-à-dire la petite bourgeoisie qui va voter pour elle aux élections municipales. Et alors, vous remarquerez que j'ai dit le gros mot. J'ai dit taxe. Et... attendez, j'ai encore rien dit. Il y a un seul levier sur lequel la mairie peut jouer en termes de taxes, c'est la taxe foncière. Et en l'occurrence, elle peut les cibler. Elle peut cibler ces abattements parce qu'il est vrai qu'il n'est pas pareil d'être propriétaire au Réberg qu'au Coteau. Eh bien moi, j'assume. Je ferai les abattements au Coteau, à Bourg-de-Villers, au Drouot, dans les quartiers prioritaires de cette ville, et je la doublerai pour le Réberg, parce que c'est ce qu'il faut pour financer nos mesures. Et une vraie redistribution des richesses à l'échelle communale, ça passe par ça, et il ne faut pas se cacher derrière notre petit doigt. Parce que vous savez, la dernière fois, je discutais avec un habitant du Réberg, oui, ça m'arrive, et enfin plutôt il me criait dessus, et il me dit, mais comment ça, monsieur Gaffanèche, vous voulez augmenter ma taxe foncière, mais vous savez, je partirai de la ville. Je dis, ah bon ? Et puis la maison dans laquelle tu habites et tes 3 immeubles, tu vas les mettre dans ta valise. Ah non, je les vendrai. Et dans ce cas, si tu les vends, moi j'utiliserai mon droit de préemption pour les racheter et loger des pauvres gens et pas faire de la spéculation comme tu es en train de le faire sur les immeubles de la ville de Mulhouse. Et j'aimerais rappeler, et je finirai bientôt mon intervention, parce que je sais que vous n'êtes pas venu pour me voir moi. Je tiens quand même à dire que si certains ont peur que les bourgeois quittent notre ville, il y a eu sur la moitié de la planète des pays de travailleurs qui ont fonctionné sans les bourgeois. Il n'y a jamais eu un seul pays où les bourgeois ont fonctionné sans les travailleurs, parce que ce sont eux qui font tourner une ville et une économie et un pays, et pas les spéculateurs. Et j'assume, parce que ce que nous voyons, quand nous voyons que Madame Lutz va fièrement afficher sur un énorme carton, rue Albert Camus, au Coteau, qu'elle va détruire d'ici 2030 360 logements au Coteau, sans compter les tours plein ciel, uniquement en termes de logements sociaux, c'est que le constat qu'on est obligé de faire, c'est que ce petit électorat qui a voté pour Lutz, et pour laquelle Lutz met sa politique en place, nous mène une guerre, camarades. Et cette guerre, je ne peux pas vous promettre grand-chose, mais je finirai là-dessus. Si je suis maire, cette guerre, nous allons la gagner, nous allons la mener et la gagner, et nous allons tout faire pour les empêcher de tout nous prendre, parce que c'est ce qu'ils feront s'ils arrivent à leur but, c'est tout nous prendre. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté, et je laisse ma place aux vraies stars de ce soir-là, Emma Fourreau, et après elle, Manuel Bompard. Bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup pour votre accueil chaleureux. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir et je tenais d'abord à adresser mes remerciements à toutes les militantes, tous les militants qui rendent ce rendez-vous possible, qui ont préparé la salle, qui ont tracté les jours avant. Je pense qu'on peut toutes et tous les applaudir. Et c'est un plaisir d'être ici ce soir à Mulhouse avec Manuel Bompard pour soutenir Elliot, ses colistières, ses colistiers et toutes les personnes globalement qui filent un coup de main à la campagne. Et je suis aussi heureuse que l'on puisse se retrouver pour parler des sujets de fond dans une campagne qui est saturée par les polémiques et les calomnies. Parce que les vrais enjeux de ces élections municipales sont totalement balayés par le bruit médiatique et à commencer par l'écologie dont on n'entend jamais parler
alors que ces dernières semaines, il ne se passe pas une journée sans qu'une partie de la France ait les pieds dans l'eau à cause des crues exceptionnelles et des inondations. Et on sait très bien que ces épisodes météorologiques sont évidemment multipliés, accentués par le dérèglement climatique. Ce dont on devrait être en train de parler, c'est comment on fait en sorte que les communes à la fois luttent contre le dérèglement climatique, mais aussi s'adaptent à ses conséquences pour faire face aux inondations, pour faire face aux vagues de chaleur. Ce dont on devrait être en train de parler, c'est comment on fait de nos villes des leviers au service de la bifurcation écologique. C'est notre rôle à nous, en tant qu'insoumises, insoumis, citoyennes, citoyens, conscients de l'urgence écologique, de placer ces questions au cœur de la campagne municipale, d'être les porte-parole de l'écologie populaire. Et je dis bien l'écologie populaire parce que les premières victimes des pollutions sont toujours les personnes les plus pauvres. Ce n'est jamais à côté des résidences de riches qu'on va implanter des routes, qu'on va implanter des usines. Ces choix sont évidemment politiques et se font toujours près des quartiers populaires. Et évidemment, ce ne sont pas les plus riches qui vivent notamment dans les passoires et bouilloires thermiques, sauf si c'est des grands châteaux, mais à part ça, on sait très bien que ce sont toujours les habitations dans les quartiers populaires qui souffrent de ces problématiques. Et c'est important d'en parler parce qu'en face de nous, on a une coalition de la droite et de l'extrême droite pour défoncer toutes les mesures environnementales. Et malheureusement, on a un exemple très récent, puisque en France, on a un champion dans ce domaine-là, et je pense évidemment au sénateur Laurent Duplon, qui est en fait un lobbyiste en chef de la FNSEA. Et ce type, il a quand même du culot, parce que l'année dernière, il y a plus de 2 millions de personnes qui lui ont dit d'aller se faire voir avec sa proposition de loi pour réintroduire des pesticides qui sont interdits et qui ne sont pas interdits pour rien. C'est interdit parce que c'est dangereux pour la santé. Je pense notamment à l'acétamipride, qui est donc un pesticide de la famille des néonicotinoïdes qui, à la fois, tue les abeilles, bousille la biodiversité, mais s'en prend aussi à la santé humaine. Et donc, il y a eu une pétition de 2,1 millions de personnes, ce qui est historique pour une pétition hébergée sur le site de l'Assemblée nationale. Et la seule pétition en France qui a fait plus, c'était une pétition qui demandait de condamner l'État pour inaction climatique. Et il revient pourtant avec une loi Duplon 2.0 pour essayer de réintroduire des pesticides qui sont pourtant interdits et à juste titre. Et malheureusement, ce qu'on observe en France, on l'observe aussi en Europe avec ce qu'on appelle les omnibus. Et omnibus, on a l'impression que c'est un nom un peu rigolo, mais en réalité, c'est pas drôle du tout parce que c'est des paquets de lois qui sont là, soi-disant, pour simplifier. Mais dès qu'on a le mot simplification, que ce soit en France ou en Europe, c'est toujours un red flag parce que c'est toujours pour détruire. C'est jamais pour simplifier la vie des gens, c'est au contraire pour déréguler, que ce soit en matière environnementale, sociale notamment. Et donc là, on a un omnibus qui prévoit d'autoriser à vie 90% des pesticides. Donc, par exemple, pour prendre l'exemple du glyphosate, le glyphosate est autorisé jusqu'en 2033. Et ensuite, normalement, il y a une réévaluation pour examiner les dangers potentiels du glyphosate, qui, on le rappelle, est classé comme cancérigène probable par l'OMS. Et donc, actuellement, tous les 10 à 15 ans, ce qui est déjà trop, il y a une réévaluation par les scientifiques pour prendre en compte les avancées scientifiques, pour voir si ces substances sont dangereuses ou non. Et là, avec cette déréglementation, il n'y aurait plus ces réévaluations, et donc le glyphosate pourrait être autorisé à vie si cet omnibus est validé. Et évidemment, c'est permis par un contexte qui est cette alliance entre, au niveau européen, c'est Bardella, Bellamy, etc. Et cette alliance, on l'observe un peu partout en Europe. Et évidemment, ces gens ont un chef qui s'appelle Donald Trump et qui, évidemment, est le champion en la matière, puisqu'il a quand même à la fois retiré les États-Unis de l'accord de Paris de la COP 21, mais il prend aussi des mesures absolument absurdes, comme bannir de son administration l'usage de centaines de mots, comme par exemple vert, décarbonation, transition énergétique, changement climatique ou empreinte carbone. Donc en fait, avec cette novlangue, on ne peut plus désigner les problèmes, on ne peut plus parler de dérèglement climatique, et il fait la même chose dans le niveau de la recherche, où si les chercheurs et les chercheuses ont le malheur d'employer ces mots-là dans leur thèse, eh bien leurs financements sont coupés. Donc évidemment, c'est une attaque frontale en matière de recherche sur le dérèglement climatique, et évidemment, ça s'accompagne aussi de mesures très concrètes, puisqu'il offre des permis de polluer pour les industries fossiles, parce qu'il veut lancer l'exploitation minière des fonds marins, etc., etc. Donc face à cette internationale carbo-fasciste, on doit construire, nous, une internationale antifasciste, parce que c'est évidemment le fascisme qui détruit la planète, et on ne peut pas se contenter d'une écologie plate. Et on doit être des communes donc insoumises à la pointe de l'engagement écologique, parce qu'on a des moyens très concrets d'adopter et d'adapter les villes au changement climatique pour transformer l'agriculture, notamment via la restauration collective. Donc, comme ici, on le propose avec une cantine qui serait à la fois gratuite, bio
et locales pour prendre soin de la santé avec une alimentation de qualité, pour végétaliser les rues, les cours d'école, etc. Et ce combat-là pour l'écologie au niveau européen, au niveau municipal, il est indispensable parce qu'il est structurant dans les politiques sociales, dans les politiques d'urbanisme, les politiques de santé et d'éducation. Et on sait bien que tout est lié et que ceux qui agissent activement contre l'écologie agissent également contre les droits humains. Et on a des exemples frappants aujourd'hui dans le monde, parce que les pesticides empoisonnent la terre et ceux qui la travaillent, et personne ne le sait mieux que ceux qui utilisent les pesticides comme arme de guerre. Et je veux parler ici en particulier d'Israël, dont l'armée s'emploie à saccager les terres agricoles palestiniennes en y pulvérisant des pesticides ultra concentrés pour polluer les eaux et les sols. Et là, on est en présence d'un écocide. Et l'écocide vient s'appuyer justement à la question du génocide parce que l'objectif d'Israël, c'est de faire en sorte que la terre de Palestine soit inhabitable pour des siècles et des siècles. Et c'est pour ça que Israël répand à Gaza, mais aussi au Liban, en Syrie, des produits comme justement, je vous en parlais, le glyphosate ou encore le phosphore blanc, avec évidemment des concentrations beaucoup plus importantes que celles utilisées dans l'agriculture pour tout détruire, pour polluer l'eau. Et justement, on ne peut pas parler des crimes de guerre israéliens sans parler de ce crime d'écocide. Et si on regarde rien que les bombes, elles ont généré 39 millions de tonnes de débris à Gaza, soit 107 kg par mètre carré sur un territoire évidemment qui est très, très petit. Et justement, ça s'incruste dans les sols, ça s'incruste dans l'eau. Et évidemment, on le sait que c'est absolument volontaire et que c'est délibéré pour empêcher la reconstruction de Gaza. Et évidemment, tout cela est soutenu par les États-Unis et par tous les États occidentaux, atlantistes jusqu'à la moelle, et évidemment, la France n'y échappe pas. Et pendant que Israël viole le droit international en toute impunité, pendant que le génocide continue à Gaza, la répression et la criminalisation des voies de la paix, elle se poursuit. Et je veux apporter ici le soutien au nom de la France insoumise, au nom de notre famille politique, à Francesca Albanese, qui est rapporteuse spéciale. Francesca Albanese, c'est la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens occupés et elle est la cible actuellement d'une odieuse campagne de calomnie et dont la France de Macron exige aujourd'hui la démission. Tout ça pour des propos qu'elle n'a pas tenus, mais que les amis de Netanyahou s'acharnent à lui attribuer pour salir son image et obtenir sa chute. On l'accuse d'avoir désigné Israël comme ennemi commun de l'humanité alors qu'elle se contentait de dénoncer, comme n'importe quel spécialiste du droit international, le système qui a rendu possible le génocide en Palestine. Les États qui l'ont armé et financé, comme la France, les médias occidentaux qui ont relayé la propagande israélienne, comme les médias français. Bref, cet ensemble de complicités qui ont permis que le droit international soit poignardé en plein cœur, et je reprends ici son expression. Ces accusations mensongères, elles ont été poussées par l'ambassade d'Israël en France. Elles ont été lancées par une cinquantaine de députés macronistes, à l'initiative de Caroline Yadan, députée des Français d'Israël, l'une des principales soutiens politiques du génocide en cours, et qui a déjà cherché à museler les voies de la paix avec sa proposition de loi pour interdire toute critique de l'État d'Israël et assimiler à de l'antisémitisme toute remise en cause des crimes de guerre de Netanyahou. Évidemment, ces accusations n'auraient pas autant d'écho si elles s'étaient limitées à la voix de ces fous furieux pro-génocide, mais elles ont pris une dimension particulière puisque la France elle-même s'est déshonorée par la voix de Jean-Noël Barrot, qui est donc le ministre des Affaires étrangères et de l'Europe. Ce même Jean-Noël Barrot... Hop, je vais m'en sortir. Et il s'était déjà illustré, évidemment, par le passé, parce que quand on parle de génocide, Jean-Noël Barrot ne dit rien. Et quand des ressortissantes et ressortissants français se font kidnapper en eau internationale par une armée génocidaire, eh bien, tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est un tweet pour dire que, je cite, « Les conseils aux voyageurs s'appliquent à tous, y compris aux députés insoumis, et que se rendre à Gaza est parfaitement déconseillé et dangereux. » Sans jamais mentionner que si c'est dangereux, c'est parce qu'il y a un génocide en cours. Mais nous, insoumis, nous le disons très clairement. Pas en notre nom. Nous n'acceptons pas que la France se déshonore chaque jour un peu plus dans la complaisance avec les génocidaires. Il existe dans notre pays une autre voix. Celle portée notamment par ma camarade et collègue Rima Hassan, celle portée par les centaines de milliers de personnes qui ont déferlé dans les rues pendant plus de 2 ans pour dire « Stop au massacre ». Cette voix, c'est celle du droit international. C'est celle de la paix. C'est celle de la justice et de la réparation pour le peuple palestinien.
Et vous pouvez compter sur les insoumises et insoumis pour la défendre et la porter à chaque instant, partout où nous nous trouverons. Et je sais qu'ici, dans cette salle, c'est ce que vous faites au quotidien. Et pour ça, merci beaucoup, on ne lâche rien sur cette question. Et justement, dans cette bataille des municipales, quand certains candidats soutiennent le génocide, quand ils conservent leur jumelage avec des villes israéliennes, nous serons des communes insoumises internationalistes qui rompront évidemment avec ces partenariats meurtriers. Ils voudraient effacer de nos mémoires les massacres et nous faire croire que tout serait réglé par le soi-disant plan de paix rédigé par Donald Trump. Mais en réalité, ils ne rêvent que d'une chose: voir Gaza entièrement rasée et bâtir sur ses ruines et sur les rêves brisés des Palestiniens une énième colonie sous la tutelle impériale des États-Unis. Comme je le disais, tout cela n'est pas nouveau, ce n'est que la continuité du colonialisme qui s'est toujours exprimé sous tous ses visages. Le colonialisme chimique, par exemple, avec l'agent orange, produit par Bayer Monsanto, qui a été massivement utilisé durant la guerre au Vietnam par l'armée états-unienne et qui a déversé 80 millions de litres sur 400 000 hectares, donc en transformant des forêts luxuriantes en déserts toxiques, en ruinant des terres agricoles entières. Et aujourd'hui encore, des enfants naissent avec des malformations, des cancers et des maladies auto-immunes. C'est à la fois un écocide et un crime colonial. Ou alors avec le chlordécone, en Guadeloupe et en Martinique, où les résidus de chlordécone ont été retrouvés encore récemment chez 90% de la population. Le chlordécone a été arrêté officiellement en 1993, mais les terres sont toujours polluées, les descendants des travailleurs des bananeries sont toujours contaminés aujourd'hui. Et désormais, le néocolonialisme réaccélère sous plusieurs formes, du très frontal comme au Venezuela, au plus vicieux, comme le colonialisme vert, qui prétend faire la transition énergétique mais détruit les terres des peuples autochtones pour le confort des pays occidentaux. On l'a vu au Venezuela. On l'a vu au Venezuela où l'armée des États-Unis d'Amérique est intervenue pour bombarder la capitale du pays et pour kidnapper le chef d'un État souverain. Non pas pour y exporter la démocratie comme on peut l'entendre parfois, mais bien pour mettre la main sur l'une des plus grandes réserves de pétrole de la planète. Ce n'est un secret pour personne puisque l'administration de M. Trump le reconnaît elle-même. Et pas plus tard que la semaine dernière, les États-Unis ont autorisé 5 multinationales pétrolières à venir s'accaparer le pétrole vénézuélien, parmi lesquelles 4 sociétés européennes, bien contentes de pouvoir s'en mettre plein les poches, et on comprend mieux le silence de la plupart des pays européens au moment du kidnapping de Maduro. Et c'est d'ailleurs cette passivité des Européens qui a autorisé aujourd'hui Donald Trump à multiplier les déclarations agressives envers le Groenland, puisqu'il menace de s'emparer du Groenland pour ses ressources minières et pour prendre le contrôle des routes maritimes stratégiques qui vont s'ouvrir en Arctique avec le dérèglement climatique. En 2017, Jean-Luc Mélenchon a été critiqué, pour changer, pour avoir dit que si l'on veut comprendre les guerres aujourd'hui, alors il faut suivre les pipelines. Qui peut lui donner tort aujourd'hui, alors qu'on a des puissances qui bafouent la souveraineté des peuples à travers le monde pour piller leurs ressources au mépris des droits humains et des écosystèmes? Alors que les États-Unis de Donald Trump s'affranchissent de toutes les règles et de tout cadre pour mettre au pas les gouvernements qui ne lui plaisent pas. C'est ce qui est en train de se passer à Cuba, où les États-Unis sont en train d'asphyxier la population en coupant l'approvisionnement en pétrole qui venait auparavant du Venezuela. Les transports sont paralysés. Les services publics sont à l'arrêt. Les prix explosent et les plus précaires, qui dépendent plus que jamais de l'aide humanitaire, sont évidemment démunis. Tout ça pour satisfaire les pulsions impérialistes de Trump et des faucons de son administration qui n'ont jamais digéré qu'une île des Caraïbes puisse leur tenir tête. Je voudrais en profiter pour adresser un mot de soutien à la coalition internationale de militantes et de militants qui prévoit d'envoyer une flottille vers Cuba pour y acheminer de l'aide humanitaire et briser le blocus imposé par les États-Unis depuis plus de 60 ans maintenant. Mais c'est aussi, comme je le disais, le colonialisme vert qui, aujourd'hui, au nom de la transition énergétique, Alors, je vais reprendre. Parce qu'on a à la fois, évidemment, un colonialisme qui est assumé notamment à Gaza, mais il y a aussi la question du colonialisme vert, puisque au nom de la transition énergétique verte, il y a par exemple l'Union européenne qui va soutenir des projets miniers, notamment dans le nord de l'Europe. Et c'est au nord de l'Europe qu'on retrouve le dernier peuple autochtone reconnu d'Europe, les Samis. Et donc l'Union européenne, sous prétexte de retrouver une indépendance en matière énergétique, va financer, soutenir des projets, notamment de réouverture de mines, pour accéder notamment au cuivre, mais en territoire Sami, sans jamais consulter le peuple autochtone, sans jamais les associer aux prises de décision. Et en l'occurrence, il se trouve que les Samis luttent
contre tous ces projets qui se multiplient sur leur territoire. C'est à la fois des projets miniers, c'est aussi des projets éoliens et qui, à chaque fois, se situent sur leur territoire alors qu'il y a d'autres espaces qui sont libres dans le nord de l'Europe. Mais on voit que c'est une continuité du colonialisme qui, pendant des décennies et des décennies, ont opprimé le peuple sami avec un racisme notamment. Mais maintenant, ça se traduit aussi par le vol des terres, alors qu'on parle de zones notamment de pâturage de rennes qui ont besoin d'espace. Et il y a notamment un projet dans le nord de la Norvège, à Repafjord, et je m'y suis rendue puisqu'on a une coalition à la fois des éleveurs de rennes, des petits pêcheurs, des samis et des activistes écologistes qui se mobilisent contre l'ouverture d'une mine justement à Repafjord, projet qui est soutenu par l'Union européenne, alors même que ce projet prévoit notamment des rejets des déchets miniers dans le fjord. C'est une pratique qui est totalement illégale dans l'Union européenne, parce que évidemment, quand on rejette des déchets miniers dans le fjord, ça tue la biodiversité et ça tue le fjord. Mais puisque ça se passe en Norvège, qui n'est pas dans l'Union européenne, eh bien l'Union européenne estime que c'est OK de financer ce genre de projet. Et donc j'y suis allée pour bloquer la mine, et les camarades comptent aussi sur un soutien international parce que les investisseurs de ces mines sont notamment américaines et canadiennes. Et sur ce même sujet, j'ai aussi été invitée par la Commission européenne pour participer à un sommet qui a été organisé par l'Union européenne, alors soi-disant pour respecter les Samis, pour respecter l'environnement, etc. Et donc évidemment, je suis allée à leur invitation, mais c'était pas pour suivre la ligne de la Commission européenne. Et quand on invite une insoumise, ils auraient dû évidemment anticiper cela, mais ils ont été extrêmement fâchés contre moi parce que, bien qu'invitée par la Commission européenne, j'ai évidemment critiqué les projets de la Commission européenne en disant que c'était une honte absolue de financer de tels projets. Donc évidemment, ils ne m'ont plus adressé la parole du séjour et c'est la preuve que la prise de parole a été efficace et justement, on a reçu le soutien de tous les Samis qui étaient présents, qui étaient contents de voir qu'il y avait des voies alternatives au niveau européen. Et c'est contre cette position coloniale de l'Union européenne qu'il faut lutter sans relâche. Parce que voilà comment tourne le nouveau monde et voilà comment ce monde cherche à dominer les peuples. Donc nous, insoumis, nous devons être à la bataille partout où il le faudra parce que c'est évidemment notre devoir et notre honneur, résister partout et tout le temps contre les forces obscurantistes qui montent, qui nous promettent un monde extrêmement sombre et évidemment que nous refusons et que nous ne pouvons pas laisser advenir. Donc ici, à Mulhouse, comme partout en France, les élections municipales seront un pas de plus sur notre chemin vers les jours heureux, vers cet autre monde que nous construisons pas à pas, pierre par pierre. Notre rôle ici, il est crucial. Je sais que c'est parfois difficile, mais c'est tout à notre honneur de lutter, de relever la tête, parce qu'il y a des millions de gens qui se reconnaissent dans ce que nous disons, dans ce que nous proposons, et nous gagnons évidemment du terrain jour après jour, et c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher, même dans les moments les plus difficiles, parce que la lutte, elle est belle, il faut l'entretenir. Ici, je sais que vous résistez, que vous luttez. Merci à toutes et tous pour toutes les mobilisations que vous entreprenez. Merci évidemment pour ce meeting. Et puis surtout, les 15 et 22 mars, on sait pour qui voter. On sait qu'on veut envoyer Elliott à la mairie, envoyer le plus d'insoumis possible au conseil municipal. Et sans plus attendre, j'ai l'immense honneur et bonheur de céder ma place au député des Bouches-du-Rhône et à notre coordinateur donc de la France Insoumise, Manuel Bompard. Merci beaucoup. Un petit pupitre pour poser les notes. Bonsoir à toutes et tous. D'abord, je veux évidemment vous remercier de votre présence nombreuse et nombreux. Elliott me disait tout à l'heure que c'est la première fois depuis l'existence de la France Insoumise qui a fêté l'année dernière ses 10 ans. C'est la première fois que la France Insoumise organise un meeting à Mulhouse. Et merci à vous d'être nombreuses et nombreux. Et puis parce qu'une bonne nouvelle ne va jamais sans une deuxième bonne nouvelle, c'est la première fois aussi que la France Insoumise présente une liste aux élections municipales ici à Mulhouse. Et je veux féliciter
Et je veux féliciter l'ensemble des personnes qui ont travaillé d'arrache-pied pour faire en sorte de pouvoir présenter cette liste, travailler sur le programme, sur les propositions, telles que Elliot vous les a présentées tout à l'heure. Parce que oui, le 15 et le 22 mars, ce sont les élections municipales. Et aux élections municipales, on vote d'abord pour un programme municipal. Et le programme municipal que les Insoumis défendent ici à Mulhouse, c'est le programme municipal qui vous a été présenté par Elliot dans son intervention et qui s'appuie sur un certain nombre de grandes priorités avec l'objectif de répondre aux aspirations et aux besoins des habitantes et des habitants de cette commune. Oui, quand les Insoumis dirigent une commune, ils font en sorte que les cantines soient gratuites et que les cantines soient bio, parce qu'on sait que dans un grand nombre de nos familles populaires, le repas à la cantine, c'est parfois le seul repas pour nos gamins, et que parfois, malheureusement, quand les familles n'en ont pas les moyens, on retire le gamin de la cantine, on s'organise autrement, que quand on considère que les cantines doivent être bio, c'est parce qu'on pense que le fait de bien manger, d'avoir une nourriture de qualité, sans pesticides, ça doit pas être réservé aux familles qui ont les moyens, ça doit être ouvert à l'ensemble des enfants, quel que soit le moyen des familles. Et oui, on peut agir à l'échelle municipale pour favoriser et garantir le fait que chaque enfant dans cette commune ait accès à un repas de qualité au moins une fois dans la journée, à la cantine, par une cantine bio et par une cantine gratuite. Et Emma a parlé de à quel point cette proposition elle est importante dans un moment où vous avez au niveau national les partisans des pesticides qui sont à l'offensive, qui veulent réintroduire un certain nombre de pesticides qui ont été interdits pour des raisons de protection de l'environnement et de la santé des habitantes et des habitants. Qu'on est dans un moment dans lequel vous avez une Commission européenne qui veut passer en force pour introduire un accord de libre-échange avec le Mercosur, qui va se traduire par le fait qu'on fasse venir sur le sol européen et sur le sol français en particulier des produits qui utilisent des pesticides qui sont pourtant interdits d'utilisation au sein de l'Union européenne et en France. Et puisque la Commission européenne veut passer en force sur ce sujet, malgré l'opposition du peuple français, malgré l'opposition de l'unanimité des députés de l'Assemblée nationale qui ont voté contre la ratification de l'accord de libre-échange avec le Mercosur, dans une résolution que nous, les Insoumis, nous avons déposée dans notre niche parlementaire au mois de novembre, puisqu'ils veulent passer en force sur ce sujet, en votant le 15 et le 22 mars pour la liste conduite par Elliot ici à Mulhouse, vous pouvez faire de Mulhouse une ville hors accord de libre-échange avec le Mercosur. Une ville dans laquelle on ne sert pas à la cantine des produits importés du Mercosur et utilisant des pesticides qui sont interdits en France, parce que notre priorité, elle doit être de protéger la santé des habitantes et des habitants, et en particulier la santé de nos enfants. Donc oui, l'accès à la cantine bio et gratuite, c'est une mesure qui est une mesure décisive et importante dans le programme municipal que nous vous présentons aujourd'hui. Oui, l'accès à un logement digne, de qualité, qui ne soit pas délabré, dans lequel les ascenseurs fonctionnent, dans lequel il n'y a pas de l'humidité, des rats ou des cafards, parce que quand on paye son loyer, parce que quand on paye ses charges parce qu'on veut que le ménage soit fait, que l'ascenseur fonctionne, et quand on paye ses charges et que l'ascenseur ne fonctionne pas, ou que le ménage n'est pas fait, alors c'est pas normal que la ville, elle laisse les habitants à l'abandon, à devoir se battre avec les bailleurs pour ramener l'ascenseur, alors que la ville, elle pourrait agir sur ce sujet, elle pourrait intervenir, elle pourrait être aux côtés des habitantes et des habitants. Oui, on n'est pas d'accord et on n'accepte pas que quand il y a des projets de rénovation urbains, ça se traduise par des destructions de logements, par des relogements qui se font parfois à plusieurs kilomètres ou à plusieurs dizaines de kilomètres pour les habitantes et les habitants, qui parfois habitent ici depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, ont leurs habitudes, ont leur famille, et qui ne sont pas responsables du fait que les bâtiments ont tellement pas été entretenus qu'ils sont dans cet état délabré aujourd'hui. Alors si vous voulez rénover, rénovez. Mais alors rénover avec les habitants. Et s'il faut reloger les habitants dans le quartier,
pas à 10, 20 ou 30 kilomètres, alors qu'ils n'ont rien demandé à personne et qui veulent continuer à pouvoir vivre tranquillement et paisiblement. Oui, l'accès au logement, la régulation des loyers, la construction du logement social, l'accompagnement des habitantes et des habitants sont des grandes priorités pour nous dans ces élections municipales. Oui, aux élections municipales, on veut faire en sorte que chacune et chacun puisse se déplacer librement. Et je sais que vous défendez ici la gratuité des transports scolaires. Oui, aux élections municipales, nous voulons assurer la capacité pour chacune et pour chacun à vivre en paix et en tranquillité. Et je le dis d'autant plus que je vois bien à quel point, dans le débat médiatique, un certain nombre de personnes, par la caricature permanente à l'égard de la France insoumise et de ses positions, essayent de faire croire qu'en quelque sorte nous n'aurions pas de préoccupation pour la capacité de chacun et de chacune à pouvoir vivre en paix et en tranquillité. Mais nous assumons de dire que la doctrine qui est à l'œuvre aujourd'hui dans l'essentiel de nos communes, comme à l'échelle nationale, cette doctrine appuyée sur 100% d'efforts sur la répression, le développement à outrance des caméras de vidéosurveillance, l'armement à outrance de l'ensemble des effectifs de police, c'est une doctrine qui ne fonctionne pas, qui n'a jamais produit ses résultats. Est-ce que vous savez quelles sont les villes qui sont les plus vidéosurveillées de France ? La ville la plus vidéosurveillée de France, c'est la ville de Nice. Dans la ville de Nice, vous avez eu une augmentation sur les 5 dernières années de 80% des délits liés au trafic de drogue. Vous avez une augmentation de quasiment 20% des violences dans la ville de Nice, alors que c'est la ville la plus vidéosurveillée de France, parce que ça ne fonctionne pas, parce que ce ne sont pas des bonnes méthodes. Dans la ville de Perpignan, qui est dirigée par le Rassemblement national, vous avez un nombre de policiers municipaux en rapport à la population qui est le plus important de France. Et pourtant, cette ville, elle fait partie des plus mauvais élèves en termes de capacité de garantir la sécurité et la tranquillité publique des habitantes et des habitants. Donc si vous votez pour la liste soutenue par la France insoumise aux élections municipales à Mulhouse, vous avez des gens qui vont rompre avec cette doctrine, qui vont mettre le paquet sur la prévention, qui vont mettre le paquet sur de la tranquillité publique, qui vont mettre le paquet sur le fait qu'il y ait des effectifs humains, qu'il y ait des services publics, qu'il y ait des associations qui fonctionnent, qu'il y ait des éducatrices et des éducateurs dans nos rues, parce que c'est ça qui marche, c'est ça qui fonctionne, et c'est ça qui permet à chacune et à chacun de pouvoir vivre en paix et en tranquillité. Donc oui, aux élections municipales, vous allez voter pour ce programme, d'abord pour ce programme, parce que nous assumons de faire des campagnes électorales avec une démarche de conviction. Nous ne venons pas en campagne sur nos visages. Nous ne venons pas en campagne pour essayer d'attirer des fan clubs. Non, on fait un travail de conviction sur la base d'un programme, avec des propositions, un programme qui a été travaillé sérieusement. Et on fait un travail de conviction. Et on fait la démonstration, et en tout cas on essaye de la faire, dans une campagne électorale, que si vous votez pour ce programme, ça va apporter des réponses concrètes, des solutions concrètes. Évidemment, on ne peut pas tout faire à l'échelle de la commune. Mais on pourra utiliser tous les leviers qu'on a à notre disposition pour améliorer la vie quotidienne, pour améliorer la justice sociale, pour améliorer la justice fiscale, pour améliorer la démocratie, pour faire la transition écologique, pour être fiers de notre ville, pour qu'elle soit exemplaire du point de vue de ses positionnements internationaux, du respect des droits humains partout dans le monde. Bref, à l'échelle de la commune, on peut agir pour tout ça. Donc on va voter pour un programme. Donc on va voter pour une équipe de militantes et de militants, une équipe de gens qui sont déjà engagés avant même les élections municipales, parce qu'ils ne se sont pas réveillés un matin en se disant « Moi, ma priorité dans la vie, c'est d'être conseiller municipal ou conseillère municipale de Mulhouse ». Ils se sont d'abord engagés dans des collectifs, dans des associations, dans des syndicats, dans les luttes concrètes aux côtés des habitantes et des habitants. Et à un moment dans leurs engagements, ils se sont fait la remarque que s'ils voulaient être encore plus efficaces dans ces engagements, alors il fallait aussi s'emparer des leviers du pouvoir municipal, parce que dès lors qu'on s'empare des leviers du pouvoir municipal, alors on peut avoir une action concrète qui aide à répondre à ces combats, à ces batailles, à ces luttes, aux côtés des habitants, aux côtés des enfants, pour la transition écologique. Et donc vous avez là un gage de sérieux. Vous n'avez pas sur cette liste des candidates et des candidats qui vont venir vous voir dans la campagne électorale pour vous faire des belles promesses.
et qu'après vous verrez plus jamais après l'élection municipale, parce que vous les avez vus avant. Parce que vous les avez vus avant aux côtés des habitantes et des habitants qui se mobilisent pour améliorer leur quotidien. Et si vous voulez un signe de plus et un gage de plus de confiance, quelles que soient les positions que vous pouvez avoir vis-à-vis du travail que les Insoumis font à l'Assemblée nationale, au Parlement européen, je crois que vous pourrez au moins reconnaître que les députés insoumis ont toujours été fidèles à la parole qu'ils ont donnée devant les électrices et les électeurs. Ils ont fait campagne sur un programme. Et ce programme, ils l'ont pas déchiré pour le jeter à la poubelle une fois l'élection passée. Ce programme, c'est le contrat qui lie les élus avec les citoyennes et les citoyens qui les ont élus. Et parfois, défendre ce programme, ça nous a valu évidemment beaucoup de calomnies, beaucoup de menaces, beaucoup d'intimidations. Mais la seule question qu'on s'est posée en toutes circonstances, c'est de savoir si les positions qu'on défendait étaient des positions justes du point de vue de l'idée qu'on se fait de la société dans laquelle on a envie de vivre. Et est-ce que c'était des positions qui étaient des positions conformes à la parole qu'on avait donnée aux électrices et aux électeurs au moment des échéances électorales? Et vous aurez sur cette liste aux élections municipales des gens qui seront dans la même démarche, qui vous diront avant l'élection ce qu'ils ont l'intention de faire et qui feront après l'élection ce qu'ils vous ont dit pendant la campagne électorale. Et donc, vous pouvez leur faire confiance pour ces élections municipales. Oui, vous allez voter pour un programme. Oui, vous allez voter pour une équipe, pour cette équipe. Et puis, vous allez voter aussi pour un certain nombre de principes. Le premier principe, Elliot en a parlé tout à l'heure, c'est tourner la page de la monarchie communale. Cette idée que finalement, les habitantes et les habitants doivent être appelés une fois tous les 6 ans à voter pour élire leur maire et leur conseil municipal. Et puis qu'une fois l'élection passée, chacun peut rentrer à la maison et que l'équipe municipale et le maire va décider tout seul, y compris sur des grandes questions et des grands sujets qui pourtant concernent l'ensemble des habitantes et des habitants. Et nous assumons de dire qu'avec nous, la monarchie municipale, c'est fini, c'est terminé. Les habitantes et les habitants, ils auront leur mot à dire avec des vrais conseils de quartier, avec des référendums d'initiative citoyenne, avec des votations citoyennes. Elliot a détaillé tout à l'heure ceci dans son intervention. Donc le premier principe, c'est ça, tourner la page de la monarchie communale. Le deuxième principe, c'est rétablir de l'éthique dans le fonctionnement politique de nos villes et de nos communes, et tourner en particulier la page du clientélisme qui pourrit la vie politique de nos villes et de nos quartiers. Et moi, je vais le dire avec la plus grande franchise sur ce sujet. Vous n'aurez pas sur cette liste des gens qui vont venir vous voir pendant la campagne municipale pour vous dire si vous votez pour moi, on essaiera de trouver un appartement pour quelqu'un de ta famille, ou si tu votes pour moi, on trouvera bien un emploi pour quelqu'un de ta connaissance à la mairie, ou qui vont aller voir les associations et qui vont leur dire bon, si vous nous donnez un coup de main, on vous mettra en haut de la pile de l'attribution des subventions. Nous, on mange pas de ce pain-là. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si vous votez pour la liste insoumise ici à Mulhouse, les règles d'attribution des logements sociaux, elles seront les mêmes pour tout le monde, quelle que soit votre couleur de peau, votre religion ou votre proximité avec telle ou telle équipe municipale. Que si vous votez pour la liste de la France insoumise à Mulhouse, les règles d'attribution des subventions pour les associations, elles seront les mêmes pour tout le monde. Elles seront claires, elles seront transparentes, elles seront la base de critères qui sont des critères publics et pas du petit favoritisme pour favoriser un tel ou un tel parce qu'il nous a donné un coup de main dans la campagne municipale. Parce que le clientélisme, c'est ce qui a détruit la confiance de milliers d'habitantes et d'habitants qui ne croient plus au programme politique, qui ne croient plus aux engagements politiques collectifs pour transformer la ville dans le sens de l'intérêt général et qui, à un moment, ont commencé à tomber dans ce piège qui consiste à dire, bon, comme on peut pas changer la société pour tout le monde, est-ce qu'on va pas pouvoir s'attribuer un petit intérêt personnel par notre vote dans cette élection? Et précisément, la France insoumise, c'est le mouvement de la révolution citoyenne. C'est le mouvement de la transformation des communes au service de l'intérêt général. Et donc, c'est précisément l'inverse de ce clientélisme qui tue et qui détruit la vie politique de notre pays et de nos communes en particulier. Donc oui, avec nous, ça c'est fini. Ça c'est terminé.
Avec nous, tout le monde est à égalité. Les critères sont précis, les règles sont transparentes. Et alors, la vie démocratique de cette commune va se mettre à respirer. Et enfin, on va pouvoir s'associer, les habitantes et les habitantes, pour améliorer les conditions de vie de chacune et de chacun. Et puis le troisième principe qui est décisif et que nous défendons dans cette élection municipale, c'est le principe de la cohérence politique. Vous allez avoir, évidemment, comme toujours dans cette campagne, les candidats qui vont vous dire « Bon, le local, c'est le local, et le national, c'est le national ». Alors bien souvent, ceux qui vous disent ça, c'est parce qu'ils veulent pas trop qu'on regarde ce qu'ils font au niveau national. Mais nous, on n'a pas honte de ce qu'on fait au niveau national, et on n'a pas honte de ce qu'on fait au niveau local. Et ceux qui vont, parce qu'ils participent de tel ou tel parti, vont vous dire dans cette campagne des élections municipales, avec moi, la priorité, ça sera le logement. Mais qui ont laissé passer il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale un budget qui supprime 800 millions d'euros dans le budget du logement, sont des menteurs et des tartuffes parce que les décisions qu'ils ont prises au niveau national leur empêchent de faire ce qu'ils disent au niveau local. Et comment vous pouvez croire quelqu'un qui va vous dire dans la campagne municipale avec moi, on va favoriser l'accès de toutes et tous à la santé, alors qu'ils ont voté pour un budget de la sécurité sociale dans lequel on coupe plusieurs milliards d'euros de moyens accordés au système de santé pour faire en sorte que chaque habitante et chaque habitant puisse se soigner dignement et dans des bonnes conditions dans notre pays. Il faut de la cohérence politique. De la cohérence politique. C'est aussi un gage de confiance vis-à-vis des citoyennes et des citoyens. Vous avez ici exactement l'inverse qui s'est passé dans cette commune. Un maire élu dans un premier temps sous une étiquette de gauche, donnant finalement le pouvoir à un maire sous une étiquette de droite. Et maintenant, des gens qui sont de droite à la tête de la commune, mais qui vont pas forcément se revendiquer des décisions qui sont prises au niveau de l'Assemblée nationale. Et puis des opposants qui nous ont mis de côté, dans la construction des listes d'opposition pour faire rentrer des gens qui ont refusé de censurer le gouvernement, qui ont refusé de censurer le budget. Donc, puisque certains disent qu'il y aurait plusieurs listes dites de gauche dans cette élection municipale, faites le bon choix. Choisissez pour celles et ceux qui sont cohérents avec leur positionnement politique. Votez pour la liste insoumise parce que c'est la seule liste garantie 100% censure, 0% macroniste, 0% de complicité avec le programme macroniste, 0% de complicité avec la politique nationale. Voilà la cohérence qu'on attend pour pouvoir redonner de la confiance aux habitantes et aux habitants. Et j'assume de vous dire que votre vote aux élections municipales, il aura aussi une signification nationale. Il aura aussi une signification nationale. Ce sera aussi un vote de rejet de la politique nationale d'Emmanuel Macron et de ses gouvernements successifs. Et il aura aussi une signification nationale parce qu'on ne peut pas faire abstraction dans ces élections municipales du contexte dans lequel elles vont s'inscrire et dans lequel elles s'inscrivent. Et ce contexte, c'est celui qu'on a sous les yeux en ce moment même. Ce contexte, c'est le contexte d'une banalisation, d'une libération de la parole, des actes, des politiques racistes, islamophobes, de la fascisation d'une grande partie de la société ou en tout cas de la superstructure médiatique ou politique. Et je ne peux pas dire un mot sur le contexte de ces derniers jours, mais on voit, quand on a un peu de référence et de profondeur historique, on voit comment, dans la séquence qui vient de se dérouler depuis le drame qui a eu lieu à Lyon jeudi, on voit comment l'instrumentalisation absolument abjecte et absolument odieuse de ce drame pour essayer de stigmatiser, de dénigrer, d'insulter une formation politique comme la France Insoumise vise en réalité à dédiaboliser et à normaliser l'extrême droite raciste et l'extrême droite fasciste qui a déjà beaucoup trop d'importance dans ce pays et qu'il faut combattre pied à pied. Et je sais qu'il y a des médias dans la salle, je préfère dire ici les choses clairement. Personne ne nous intimidera
Parce que la France insoumise, parce que la France insoumise, parce que la France insoumise a toujours une position qui a toujours été une position extrêmement claire sur sa stratégie et sur son programme. La France insoumise est le mouvement de la révolution citoyenne, c'est-à-dire le mouvement de la révolution par les urnes, de la prise du pouvoir par les urnes à chaque échelon, de l'échelon municipal à l'échelon national pour transformer radicalement la société. Et la France insoumise, depuis sa création, et même avant, et j'étais jeune militant quand j'ai commencé à militer aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, et je me rappelle de ses multiples prises de parole, de ses multiples interventions, où il disait toujours la même chose. Notre stratégie, ce n'est pas une stratégie de la violence, parce que la violence rabougrit notre combat politique, et que notre combat politique s'appuie sur la mobilisation et la détermination et l'engagement de centaines de milliers et de millions de citoyennes et de citoyens. Et face à l'extrême droite violente qui veut violenter la société pour imposer un projet raciste, homophobe, sexiste, nous répondons et nous combattons fermement par la mobilisation pacifique et déterminée de millions de citoyennes et de citoyens, comme on l'a fait en 2024, au moment du nouveau Front populaire, de la victoire électorale qui a été la nôtre. Alors, celles et ceux qui veulent nous faire porter quelques responsabilités que ce soit dans le drame qui a eu lieu à Lyon se trompent de cible et se trompent de combat. Et parce que nous avons la profondeur et la réflexion historique, nous savons, parce que nous regardons autre chose que la France et nous regardons ce qui se passe à l'échelle internationale. Nous savons que la méthode employée en France aujourd'hui est exactement la même qui a été utilisée aux États-Unis par Donald Trump après la mort de Charlie Kirk, où il a commencé à essayer de rendre responsable son opposition, le Parti démocrate, en voulant lui faire porter une responsabilité alors qu'il n'en avait aucune. Et je mets en garde celles et ceux, dans le champ médiatique comme dans le champ politique, qui se livrent à cet exercice d'instrumentalisation. Vous portez une très lourde responsabilité dans la trumpisation du débat public et dans la trumpisation des idées auxquelles on assiste aujourd'hui. La France insoumise assume, a toujours assumé, a soutenu, soutient et soutiendra les militants antifascistes qui se battent par l'autodéfense populaire pour permettre à chacune et à chacun de garantir notre capacité à pouvoir militer, défendre nos idées, refuser les agressions racistes, refuser les agressions homophobes comme celles qui ont eu lieu à Lyon depuis des années et des années, dans un contexte dans lequel jamais les autorités ne se sont mobilisées pour fermer les groupuscules fascistes, pour fermer leurs locaux, pour protéger les habitantes et les habitants. Donc oui, nous défendons l'autodéfense populaire, la non-violence, la capacité à maintenir et à garantir notre capacité à exprimer nos idées. Et jamais nous n'accepterons de mettre sur le même plan les fascistes et les antifascistes. Parce que les fascistes se battent pour imposer par la force un programme qui fracture et divise la société. Et les antifascistes se battent contre les fascistes. Et je vais vous dire, si vous croyez que les deux sont la même chose, je vais vous faire une petite réflexion qui va peut-être résonner à vos oreilles. Mais le jour où il n'y a plus de fascistes, il n'y a plus d'antifascistes. Le jour où il n'y a plus d'antifascistes, il y a toujours des fascistes. Vous voyez ? Et si j'ai voulu dire ça, c'est parce que aucun d'entre nous n'est dupe de la méthode qui est à l'œuvre aujourd'hui. Aucun d'entre nous n'est dupe de la cabale politique que certains veulent continuer à déclencher sur la France insoumise. On a l'habitude. J'espère qu'il n'y aura pas un tsunami dans notre pays ou une tempête de sable. Ça sera sans doute la faute des insoumis. Bon. On n'est pas dupe de ça. Mais on ne confond jamais l'instrumentalisation politique, la cabale médiatique, la cabale politique d'une classe politique en voie de trumpisation express. Et ce que pensent les habitantes et les habitants, les citoyennes et les citoyens, qui ne sont pas dupes non plus de ces manœuvres. Et à travers les élections municipales, ils auront aussi l'opportunité, par leur bulletin de vote, d'envoyer un message clair le 15 mars et le 22 mars. Un message de résistance antiraciste, un message de résistance antifasciste. Et si vous voulez envoyer un message de résistance antiraciste
et de résistance antifasciste, il faut utiliser le bulletin de vote de la France Insoumise, parce que c'est le seul qui est clair sur ce sujet. Parce que c'est le seul qui est clair sur ce sujet. Et vous pouvez le faire. Et je pense avoir dit dans le contexte la gravité de la situation que l'on connaît aujourd'hui. Et je pense que tout le monde ici est conscient du fait que l'élection municipale, elle va aussi avoir lieu à 1 an de la grande bataille qui va être celle de l'élection présidentielle et sans doute des élections législatives qui suivront. Et le contexte dont j'ai parlé à cet instant et que j'ai décrit nous dit quelle va être la nature, le contenu de la bataille de l'élection présidentielle. La bataille de l'élection présidentielle va sans doute être la plus décisive qu'on n'a jamais connue depuis des décennies et des décennies dans notre pays. Elle va être celle où le fascisme, par la dédiabolisation à l'œuvre, avec la complicité de groupes médiatiques aujourd'hui organisés, va essayer de franchir l'étape ultime, c'est-à-dire celle de son accession au pouvoir. Et vous le savez comme moi. Et dans ce contexte-là, je le dis ici, si certaines et certains d'entre vous sont venus en sympathisant, en personnes qui regardent la bataille un petit peu de côté, je leur dis, on ne peut plus attendre. On ne peut plus rester sur le côté. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça se joue. On n'aura pas dans cette campagne municipale, puis dans la campagne présidentielle, puis dans les campagnes législatives, on n'aura pas avec nous le soutien des chaînes d'information en continu. On n'aura pas avec nous le soutien des milliardaires qui, et c'est une constante dans l'histoire, quand la démocratie dite libérale n'est plus en mesure de leur garantir le maintien de leurs intérêts, se tournent vers les solutions qui sont les solutions autoritaires. Bertolt Brecht disait que le fascisme n'est pas le contraire de la démocratie pour les capitalistes et les libéraux qui sont au pouvoir. C'est sa continuité en temps de crise. On est dans ce contexte-là où une partie des classes dirigeantes et des grandes classes économiques de notre pays ont fait un choix conscient qui est que pour maintenir leur domination, ils se tournent vers des solutions qui sont des solutions autoritaires. Et c'est dans ce contexte-là qu'on ne pourra compter que sur notre force à nous, que sur notre énergie à nous, que sur le réseau social humain qu'on constitue les uns et les autres, sur notre capacité à convaincre, sur notre capacité à mettre en mouvement, sur notre capacité à faire rentrer dans la lutte et à rentrer dans la bataille des gens qui ont été désespérés, qui ont été dégoûtés, qui n'y croient plus. Et ne croyez pas que c'est impossible, parce qu'on l'a fait en 2024, après la dissolution de l'Assemblée nationale, alors que tous les sondages annonçaient, 27 sondages sur 27, que l'extrême droite allait s'emparer du pouvoir et que Bardella allait être le futur Premier ministre du pays. Alors que vous aviez sur les chaînes de télévision des débats, des infos sur qui serait le ministre de telle fonction du gouvernement du Rassemblement national, qui serait le ministre de telle fonction, qui se battaient entre eux pour savoir qui serait le futur président de l'Assemblée nationale, du Rassemblement national. Tout ça a été préparé. Tout le monde disait c'est inéluctable, c'est ça qui va se produire. Et on a fait campagne, et on s'est battu, et on s'est déployé, et on est allé chercher les électrices et les électeurs les uns après les autres, et on est allé taper aux portes, et on a inscrit sur les listes électorales, et on a fait des procurations. Et vous vous rappelez comme moi de la surprise qui a emparé tout le monde et du tremblement de terre qui a été celui du résultat du 2e tour de l'élection législative. Parce que ce travail, il a payé. Parce que le Rassemblement national, il a été battu. Et parce que le nouveau Front populaire, à l'époque, il est arrivé en tête de cette élection. Et il a eu le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Ça a été le résultat de ce travail. Ça a été le résultat de la mobilisation exemplaire de la jeunesse, des quartiers populaires, des zones populaires, de toutes celles et ceux qu'on stigmatise en permanence à la télévision pour n'en parler que quand il y a des choses pas bien qui s'y passent et qui se sont mobilisés en masse ce jour-là pour défendre et sauver la République. Et c'est à eux qu'on le doit. Et c'est à elles qu'on le doit. Alors oui, c'est possible. Alors oui, c'est possible. Oui, c'est possible d'y arriver. Oui, c'est possible de gagner. Ici, n'oubliez jamais
que Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle de 2022 a fait 30% des voix au premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune. Que Manon Aubry, qui conduisait la liste de la France insoumise aux élections européennes, est arrivée en tête à Mulhouse avec plus de 20% des voix aux élections européennes. Parce qu'il y a eu cette mobilisation des zones populaires, de la jeunesse, des quartiers populaires. Alors, on peut faire mieux encore. Parce qu'il y avait eu encore beaucoup d'abstention, évidemment. Encore beaucoup de gens qui croient plus. Et il y a encore des gens à remettre en combat, à remettre dans la bataille, à remobiliser. Et évidemment, l'élection municipale, c'est la première étape de ça. Et toute la force que vous allez accumuler dans l'élection municipale, toutes les voix que vous allez réussir à convaincre dans cette élection municipale, tous les élus que vous allez envoyer au conseil municipal, tous les maires qu'on va envoyer dans les communes à l'échelle nationale, chacune d'entre elles, chaque bulletin de vote, chaque conseiller municipal, chaque maire, ça sera un point d'appui pour la bataille qui va venir après. Ça sera de la force qu'on a accumulée pour la projeter ensuite dans la grande bataille des élections présidentielles. Et donc, le 15 et le 22 mars, il ne faut pas passer son tour. Il ne faut pas rester à la maison. On va avoir besoin de tout le monde. Et le travail que vous faites dans cette campagne municipale, il est essentiel pour ça. Si vous êtes venus là en curieux, venez nous aider. Inscrivez-vous pour rejoindre les groupes d'action de la France insoumise. Si vous n'avez pas le temps, laissez quand même vos coordonnées, parce que tout le monde peut participer d'une manière ou d'une autre à ce combat politique et à cette bataille politique. Militer au quotidien, venir faire du porte-à-porte, prendre une procuration pour quelqu'un qui ne peut pas être là ce jour-là et voter, donner une procuration au contraire, parce que vous n'êtes pas là ce jour-là et que chaque voix va compter. Surveiller un bureau de vote, parce que c'est important de surveiller un bureau de vote. Parce que parmi les pratiques dont j'ai pas parlé tout à l'heure, ne croyez pas qu'il y a que dans les pays qu'on regarde avec mépris qu'il y a des pratiques électorales peu vertueuses. Ça existe partout et c'est un élu de Marseille qui vous le dit. Donc je sais de quoi je parle. Inscrire, surveiller les bureaux de vote, donner des procurations, rejoindre les groupes, participer au porte-à-porte. Mais même si vous n'avez pas le temps de tout ça, parce que vous avez des contraintes professionnelles, des contraintes familiales, tout le monde peut comprendre ça. Laissez vos coordonnées, diffusez les informations sur la voie numérique autour de vous. Le jour de l'élection, vous avez le droit d'aller taper aux portes aux côtés de chez vous, pas pour dire pour qui il faut voter le jour de l'élection. Mais vous avez le droit d'y aller pour dire est-ce que tu es bien allé voter? Est-ce que tu es au courant que c'est aujourd'hui que l'élection municipale va avoir lieu? Est-ce que tu te rappelles que c'est important d'aller voter ce jour-là? Faisons ce travail qui est un travail de mobilisation populaire massive. Parce que si on fait ce travail de mobilisation populaire massive, alors vous pouvez faire un très bon résultat ici aux élections municipales à Mulhouse. Ils vous ont pas vu venir, mais ça peut être un tremblement de terre politique. Parce que si chaque électrice et chaque électeur qui a voté aux élections européennes pour la liste de la France insoumise revote pour la liste de la France insoumise aux élections municipales, ça va faire du bruit, ça va peser fort. Et vous enverrez aussi des messages nationaux. Vous enverrez aussi des messages nationaux de force. Vous enverrez aussi des messages nationaux de résistance. Vous enverrez aussi des messages nationaux d'espoir. Et puisqu'on est ici dans une ville dans laquelle la liste après nous, aux élections européennes, c'était la liste du Rassemblement national, et donc peut-être certaines et certains d'entre vous vont parfois tomber sur des électrices et des électeurs qui vont utiliser cette phrase qu'on entend parfois. « Ah, on va voter pour le Rassemblement national parce qu'on n'a jamais essayé. » Alors d'abord, je me permets de leur dire que les insoumis à la tête de la ville de Mulhouse, on n'a jamais essayé non plus. Et puis deuxièmement, de leur dire qu'ils se trompent. Parce que le Rassemblement national à la tête de nos communes, on a déjà essayé. On a déjà essayé. Aujourd'hui, c'est quoi le bilan? Parce qu'on a un bilan des villes dirigées par le Rassemblement national. Bon, on va commencer par la partie la moins ragoûtante. Les deux plus grands élus, les deux plus gros maires du Rassemblement national, ou pour dire les choses plus précisément, je ne parle pas de leur physique, les deux maires des plus grosses communes dirigées par le Rassemblement national, ils sont tous les deux mis en examen pour détournement de fonds, favoritisme. Ça, c'est le Rassemblement national. C'était quoi le slogan de Jean-Marie Le Pen? Main propre.
Hein? On n'y est pas vraiment, hein. La première décision de M. Alliot à Perpignan et de M. Racheline à Fréjus, ça a été d'augmenter leur salaire de maire. Si vous votez pour un maire du Rassemblement national, il va peut-être pas vous le dire pendant la campagne électorale, mais sans doute que la première décision qu'il va prendre s'il est élu, c'est d'augmenter son salaire. Vous serez content de le savoir. Et puis ensuite, vous avez les politiques qui ont été concrètement mises en place. Nous, on est les partisans du service public, du retour en régie publique. Eux, c'est les partisans de la privatisation des services publics. À Perpignan, ils ont privatisé la crèche. À Hénin-Beaumont, ils ont privatisé la piscine. Et le prix d'accès à la piscine, il a augmenté de 70%. Dans les communes qu'ils dirigent en Moselle, à Hayange, ils se sont attaqués aux locaux du Secours populaire. Vous savez, les secours populaires des associations qui font quelque chose qui est essentiel aujourd'hui, qui font de l'action caritative pour faire en sorte que les gens qui n'aient rien à manger puissent se nourrir. Un maire du Rassemblement national, ce qu'il pense être utile pour sa commune, c'est de couper l'électricité au local du Secours populaire ou de leur supprimer des locaux. Ça, c'est ce qu'ont fait les maires du Rassemblement national, très concrètement. Donc ne l'oubliez pas, parce que c'est pas vrai de dire qu'on n'a jamais essayé. Parce qu'en vérité, on a déjà essayé. Et voilà ce qu'ils font quand ils sont au pouvoir et aux responsabilités. Et ce qu'ils proposent de faire à l'échelle nationale, c'est la même chose. Parce que nous, à l'Assemblée nationale, on les voit au quotidien, les députés du Rassemblement national. On voit la nature de leurs propositions. Et ceux qui disent à la télévision que le Rassemblement national a changé, que c'est plus les mêmes propositions qu'avant, je leur rappelle juste une chose, juste une proposition pour pas être trop long. Mais quand le Rassemblement national a proposé d'interdire l'exercice de certains emplois à des Français parce qu'ils avaient une double nationalité, c'était pas en 1980 ou en 1990, c'était en 2024. Dans le programme du Rassemblement national, au moment des élections législatives qui ont suivi la dissolution de l'Assemblée nationale. Et c'est quoi cette idée qui consiste à penser ou à croire qu'une personne, parce qu'elle aurait deux nationalités, en quelque sorte serait moins loyale à la nation française et donc on devrait se méfier d'elle et qu'elle ne pourrait pas exercer certains emplois. Il faut vraiment avoir un cerveau extrêmement étroit pour ne pas comprendre qu'on peut aimer deux pays à 100%, de la même manière qu'on peut aimer deux enfants à 100%. Et ça, c'était pas il y a 10 ans, c'était pas il y a 15 ans, c'était pas il y a 20 ans, c'était il y a 2 ans. Et quand le Rassemblement national a proposé, dans son contre-budget qui a été publié cette année, de faire des économies sur le budget de l'hébergement d'urgence en supprimant plusieurs millions d'euros au financement de l'hébergement d'urgence, c'est-à-dire très concrètement, si leur proposition avait été votée, de faire en sorte que les 2000 places de moins d'hébergement d'urgence, vous savez, ces places qu'on utilise quand il faut mettre à l'abri quelqu'un qui dort dehors, quand il fait froid, une femme qui est victime de violence parce qu'elle est obligée de quitter son domicile. C'est ça l'hébergement d'urgence. Et le Rassemblement national, quand il veut faire des économies, c'est là qu'il propose de prendre l'argent. Et nous, quand on veut faire des économies, on propose de mettre davantage à contribution les plus riches, les grandes entreprises, les impôts de solidarité sur la fortune. Alors choisissez entre les deux positions politiques. Et ne vous trompez pas, le Rassemblement national n'a jamais été du côté des catégories populaires. Il a toujours été l'instrument de la bourgeoisie pour fracturer le peuple, pour que dans chaque cage d'escalier dans laquelle vous allez vous rendre pour taper aux portes, vous tombiez sur quelqu'un qui vous dise « Ah, c'est vrai, mon logement il est pourri, c'est vrai la cantine elle est trop chère, c'est vrai mon salaire il est trop bas, mais c'est la faute de mon voisin, parce qu'il n'a pas la même couleur de peau ou pas la même religion. » C'est à ça que sert l'extrême droite. L'extrême droite a toujours servi à ça, fracturer le peuple, diviser la capacité de résistance populaire. Alors que si votre appartement il est pourri, c'est pas de la faute de votre voisin parce qu'il n'a pas la même couleur de peau, la même religion. C'est de la faute de votre bailleur social parce qu'il n'a pas fait les travaux de rénovation qu'il aurait dû faire s'il y avait eu un rapport de force de l'ensemble des locatrices et des locataires pour obtenir ce rapport de force. Et que si votre salaire il est trop bas, c'est pas de la faute de votre voisin qui galère comme vous et qui a aussi un salaire trop bas. C'est de la faute de celles et ceux qui veulent s'approprier l'ensemble des richesses, qui refusent de partager, qui ont des rémunérations indécentes, qui refusent y compris de s'acquitter de l'impôt, du minimum de l'impôt qui normalement, depuis la Révolution française,
Et assis sur ce principe, chacun contribue à hauteur de ses moyens et chacun en bénéficie en fonction de ses besoins. La ministre qui maintenant a été nommée, je crois, à la Cour des comptes, Madame Montchalin, disait il y a quelques mois, regardez, je vais la citer, attention, elle disait il y a quelques mois, quand j'ai pris les dossiers d'imposition, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de milliardaires en France. Ils déclaraient tellement peu de revenus qu'ils pourraient être éligibles au RSA ou pour une demande de logement social. Ce que disait Madame Monchalin. Et Monsieur Lombard, qui était ministre de l'économie de François Bayrou, disait il y a quelques semaines, ah ben moi, j'ai pris les dossiers fiscaux, je me suis rendu compte que certains avaient des patrimoines de plusieurs centaines de millions d'euros, de plusieurs milliards d'euros, et ils avaient un revenu fiscal de référence qui déclarait aux impôts, un revenu fiscal de référence de 0. Voilà. Donc voilà les chemins, le débat de société que vous avez ici, puisque la première liste aux élections européennes, ça a été la liste insoumise, la deuxième liste aux élections européennes, ça a été la liste du Rassemblement national. Le débat de société que vous avez, c'est est-ce que face aux difficultés, est-ce que face aux galères, est-ce qu'on s'en sort par la solidarité collective et la mobilisation collective pour permettre au peuple de reprendre le pouvoir, pour obtenir le partage de la richesse, la justice sociale et la justice fiscale? Ou est-ce qu'au contraire, on se tourne vers le projet de la division, de la fracture du peuple, qui est le seul projet qui permettra de maintenir la domination des puissants? Voilà la décision, le choix que les électrices et les électeurs vont faire dans cette élection municipale. Et voilà peut-être ce qu'il faut dire aussi à celles et ceux qui, parfois, influencés par ces campagnes de dédiabolisation, parfois en colère, parce qu'ils ont été déçus par les pouvoirs politiques précédents, peuvent parfois se tromper. Et je crois que ces arguments-là doivent aider à les convaincre du contraire. Bref, ce que je voulais vous dire ce soir, c'était ça. C'était vous dire d'abord que, plus que jamais, malgré les calomnies, malgré les insultes, malgré les attaques, nous sommes forts, nous sommes déterminés et nous sommes fiers de la France insoumise, de son programme et de sa stratégie, et que personne ne nous fera plier sur ce sujet. Et qu'on fera, à travers l'élection municipale, dans l'ensemble des luttes, des batailles et des mobilisations, et à travers la grande bataille de l'élection présidentielle qui va suivre, nous allons faire cette démonstration populaire. Parce que dans les tempêtes, dans les moments turbulents comme celui qu'on vit aujourd'hui, vous avez des citoyennes et des citoyens qui regardent. Et ils regardent et ils ne se déterminent pas en fonction de ce qu'on dit sur les uns et les autres sur les plateaux de télévision. Ils se déterminent en fonction de la capacité de chacune et de chacun à tenir bon, à être droit, à pas baisser la tête, à rester fidèle à ses principes, à rester fidèle à ses convictions. Et vous avez, avec le mouvement de la France insoumise, avec ses parlementaires, avec ses représentants, avec ses militantes et ses militants dont je veux saluer le travail exemplaire encore pour réussir la mobilisation de ce soir. Vous avez des gens sur qui vous pouvez compter. Vous avez des gens dévoués, des gens qui se laisseront pas faire, des gens qui se laisseront pas manipuler, des gens qui se laisseront pas intimider et qui vous permettront et qui nous permettront de reprendre le pouvoir dans ce pays pour faire en sorte d'ouvrir une nouvelle page de l'histoire de France, pour faire de ce pays un modèle de transition écologique à l'échelle mondiale, un pays dans lequel chacune et chacun peut vivre en fonction de ses besoins, peut vivre dignement, un pays qui retrouve aussi sa place sur la scène internationale, un pays dont on est fier, un pays qui est une boussole du respect du droit international partout dans le monde. Voilà ce qu'on veut faire de grand pour la France, pour le pays. Et vous voyez, il n'y a rien d'extrémiste, il n'y a rien de violent, il n'y a rien de raciste. Dans ce que je suis en train de dire, c'est précisément tout l'inverse. Alors bien sûr, on va continuer à nous calomnier, on va continuer à nous insulter, bien sûr. Mais, comme disait Cyrano de Bergerac, n'oubliez jamais cette phrase. Nous les insoumis, on n'abdique jamais l'honneur d'être une cible. Je vous remercie beaucoup. Merci de votre présence. Et bon courage à vous. Et belle campagne. Et résistance. Merci beaucoup.